Amis téléspectateurs de l'ODG TV et auditeurs de l'ODG Radio, bienvenue pour cet dernier épisode de l'émission Carrefour Santé. Je dis dernier épisode pour l'année 2022 et on aura, Inch'Allah, beaucoup d'émissions l'année 2023. Alors, pour finir en beauté cette année 2022, on va essayer de passer avec vous en revue les principaux événements médicaux, voire des inventions qui ont marqué l'année 2022. Et pour parler de ces différents événements, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter le professeur Tariq Sqelli. Marhaba bik. Alors, Tariq Sqelli el-Husseini, il a fait l'effort, il est venu de Fès pour enregistrer avec nous l'émission. Je rappelle qu'il est professeur de néphrologie à la faculté de médecine et de pharmacie et de chirurgie dentaire de Fès. Il est le chef de service de néphrologie au CHU de Fès. Il est le vice-doyen de la faculté de médecine de Fès également. Il est président d'une association qui rend énormément de services pour les malades dialysés et avec un slogan extraordinaire, zéro dans la liste d'attente. N'est-ce pas, professeur? Tout à fait. C'est l'objectif de tous, que tout citoyen marocain ait accès à son droit à être traité correctement. Et je pense qu'on va y arriver avec la volonté de tous, Inch'Allah. Alors nous enregistrons l'émission dans cette, je dirais, ambiance d'euphorie de la 4e place de l'équipe nationale dans la Coupe du Monde de football. Et avec l'aide du professeur Tariq Sqelli el-Husseini, nous allons passer avec vous les principaux événements médicaux qui ont marqué l'année 2022 en 26 points, les lettres de l'alphabet, de A à Z, ou plutôt les 26 éléments de l'équipe nationale de football. Alors, pour commencer, et monsieur le réalisateur Saïd Belhassan probablement vous a encore montré les photos de ces vaillants joueurs, nos héros du football. Donc, pour parler de la lettre A, professeur Tariq Sqelli, comme événement, il n'y a pas mieux de parler de l'antibiotique 100% marocain. C'est quoi? Oui, A comme antibiotique, mais A aussi comme l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché qu'il vient d'obtenir en 2022, en début d'année. Et A comme Adnan Rammel, l'inventeur de cet antibiotique, parce qu'il s'agit bien d'une invention, puisqu'il a remporté le prix de l'inventeur, prix du public en 2017 pour l'inventeur de l'année en Europe, pour son invention qui consiste à associer une huile essentielle du cinéole à un antibiotique déjà existant. Ça, tout le monde le connaît, on ne va pas utiliser le nom commercial, mais c'est d'amoxicilline avec l'acide clavulanique. Et il ajoute une molécule qui fait que les bactéries résistent moins à l'antibiotique. Et cela est une avancée majeure, puisque la résistance aux antibiotiques est un souci que nous rencontrons de plus en plus et qui sera l'un des défis de la médecine dans l'avenir. Il est commercialisé sur le marché marocain? Il est commercialisé sur le marché marocain par un laboratoire marocain, là encore, qui est présent au Maroc et en Afrique. Et donc, c'est toute la symbolique de ce 100% marocain. Dans cette période de bronchite, les gens ils vont demander un antibiotique. Il est aussi efficace que les autres antibiotiques? Il est au moins aussi efficace, puisque l'objectif, c'est de le rendre plus efficace grâce à l'association et avec moins d'effets secondaires, puisque cela a été validé, testé, et avec des molécules locales, puisque l'huile essentielle est tirée de plantes. Donc, félicitations, professeur Adnan. Lettre A, antibiotique 100% marocain. La lettre B. En cette période de Covid, on a le problème de trouver des vaccins. Donc, je crois que le Maroc, maintenant, il est devenu quelque part, ou va être leader dans les domaines de la biotechnologie, notamment l'usine de Ben Slimane. Oui, Ben Slimane, c'est aussi avec un B, et c'est là où va être implanté, et actuellement en cours d'implantation, la grande usine qui va permettre la fabrication de vaccins pour la Covid-19, mais aussi pour beaucoup d'autres maladies virales. Et cela permettra de positionner le Maroc à l'échelle africaine aussi, puisque on pourra répondre aux besoins marocains et aider d'autres pays et aussi commercialiser nos produits et la production marocaine, la valeur ajoutée marocaine et l'expertise marocaine partout, et cela est une grande fierté. Cela a été inauguré par Sa Majesté le Roi il y a quelques mois et on attend le démarrage de l'activité qui sera un événement majeur au Maroc. Et ça va probablement contribuer à cette notion de souveraineté sanitaire. Tout à fait. Cela a été annoncé par Sa Majesté dans ses
discours et cela est réalisé grâce à un exemple pareil, une usine au Maroc, avec des compétences marocaines qui vont y travailler, avec de l'expertise venue d'ailleurs, mais qu'on va s'approprier pour aller de l'avant. Autre fait marquant de 2022, lié à la lettre C, puisqu'on suit ça, c'est le cannabis. Le Maroc a longtemps été taxé négativement par rapport à cette notion. Maintenant, il y a l'utilisation médicale du cannabis. Oui, on parle de cannabis thérapeutique parce qu'on sait qu'il y a des molécules dans le cannabis, notamment le THC, qui est le tétrahydrocannabinol, peu importe, mais il y a des molécules qu'on peut tirer du cannabis et qu'on peut exploiter sur le plan médical. On parle d'effets sur des symptômes de certaines maladies qui sont souvent mal tolérés, par exemple les vomissements chez le cancéreux, par exemple certaines douleurs neurologiques, certaines maladies du système immunitaire ou donc neurodégénératives. Donc beaucoup de pistes prometteuses et donc une utilisation licite du cannabis, bien organisée, puisque le Maroc dispose en 2022 maintenant d'une agence de réglementation de l'utilisation licite du cannabis avec 3 territoires, 3 provinces identifiées avec un circuit bien identifié pour l'utiliser à des fins médicales. C'est un grand marché à l'échelle internationale. Très bien. Et il y a des recherches dans les facultés de médecine marocaines actuellement dans les facultés de médecine et surtout dans les facultés des sciences, puisque il y a de la recherche. Je citerai quelqu'un que je connais très bien, professeur Delila Bousta, qui a longtemps travaillé à l'Institut des plantes médicinales de Tsaounetz, puisqu'il y a un institut national, sur le cannabis avec une autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur pour faire de la recherche sur ces produits-là. Maintenant, avec le texte de loi, ça devient officiel et on peut faire de belles choses. Autre fait marquant de l'année 2022 lié à notre, méthodologie de présentation de cette émission, lié à la lettre D, c'est la dialyse à domicile. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des milliers, 30 000, presque Marocains, qui sont dans un stade d'insuffisance rénale. Ils ont les reins, excusez-moi l'expression, foutus, les reins qui ne marchent plus. Ils ont besoin de dialyse. Aujourd'hui, ils sont dans l'obligation d'aller au moins 2-3 fois dans un centre de dialyse. L'événement, c'est la dialyse à domicile. C'est la dialyse qui vient chez eux, à la maison. C'est quoi ? D'habitude, on a de la dialyse en centre. On parle d'hémodialyse avec des appareils dédiés à cela. Il y a aussi une autre technique qui est la dialyse péritonéale, une dialyse qu'on apprend aux patients à faire chez soi. Il y a une formation d'une semaine. On place un cathéter dans le ventre du patient pour pouvoir l'aider à l'utiliser et il devient autonome. Et couplé à un système de surveillance à distance avec de la télémédecine, cela rend la solution très intéressante puisqu'on peut surveiller le patient alors qu'il est loin de chez nous avec des alarmes qu'on peut voir dans notre smartphone de médecin ou dans notre plateforme de surveillance et un suivi qui est intéressant. Mais il y a aussi l'hémodialyse, la technique classique qu'on fait dans les centres qui, dans beaucoup de pays, pas encore chez nous malheureusement, ça reste anecdotique chez nous, se développe à domicile de certains patients grâce à la miniaturisation des appareils de dialyse. Et on parle d'appareils de dialyse portables qu'on porte en ceinture et il y a beaucoup de sociétés qui travaillent dessus. C'est très prometteur. Ces appareils, d'autodialyse, est-ce qu'ils existent aujourd'hui au Maroc ou pas encore ? Les miniaturisés existent à Casablanca par exemple grâce à une équipe de recherche, mais ils ne sont pas commercialisés, c'est à l'étape recherche, mais ils existent ailleurs. D'accord. En tant que néphrologue, vous me dites que vous arrivez à suivre ces gens qui vont s'autodialyser chez eux par Internet, par le E-Santé, ce qui nous amène au 7e point, la lettre E, le santé. Quoi de neuf dans ce domaine ou de particulier ? Ça foisonne. Et il faudra sélectionner les grandes pistes. Donc on va dire que la médecine à distance, c'est quelque chose qui sera amené à se développer dans les années futures. Il y a la deuxième chose qui est très importante, c'est l'intelligence artificielle. Les appareils et les algorithmes qui nous permettent de nous adapter à chaque situation avec des capteurs installés et une intelligence artificielle qui apprend à mieux gérer le patient et qui apprend à aider le médecin dans la prescription. Mais il y a aussi l'Internet des objets qui prend beaucoup de valeur. L'Internet des objets, ce n'est plus les gadgets, la petite montre qui nous dit combien on a fait de pas, etc. Maintenant, on peut prendre de la pression artérielle correctement, on peut avoir de la saturation correctement et de plus en plus d'outils de surveillance
qui, couplés à d'autres outils d'intelligence artificielle, peuvent nous donner beaucoup de choses prometteurs. Mais il y a aussi la sécurité qui doit être développée. Et donc, cela est nécessaire. Et au Maroc, on a la CNDP, la Commission nationale de protection des données à caractère personnel, qui veille sur la bonne utilisation de ces éléments-là. Un dernier point, l'interopérabilité, puisqu'il y a beaucoup de sociétés qui travaillent sur cela. Et il faut qu'un autre système puisse travailler en interopérabilité pour qu'il y ait un échange et qu'on puisse profiter sans être captif d'une solution. Très bien. Alors, amis auditeurs et téléspectateurs, en préparant cette émission d'événements les plus importants 2022, en se basant, je dirais, comme méthodologie de la lettre de A à Z, il faut dire que mon ami et mon invité, professeur Srelli, ce n'est pas uniquement l'invité de cette émission, il m'a aidé presque à 100% dans la préparation de cette émission. Et en arrivant à la lettre F, il a dit « Je ne peux que parler de football ». Allez-y. Effectivement, on sort d'une très belle Coupe du Monde avec un résultat, je vais dire, inespéré, mais qu'on savoure donc tous comme Marocains. Et au Maroc, il y a une relation entre football et santé. En 2019, il y a eu l'ouverture du Centre national Mohamed VI donc à Mamora, où il y a un centre médical en bonne et due forme et on voit ses résultats. On a des joueurs comme Naïf Agrad qui vient d'Angleterre pour continuer sa rééducation au Maroc parce qu'on a les moyens. On a la Botola 1 et Botola 2, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est la ligue professionnelle marocaine qui bénéficie maintenant pour tous ces joueurs sans exception, les 16 équipes de Botola 1 et 16 équipes de Botola 2, d'un examen et d'un dossier médical systématique gratuit pour toutes les équipes offert par donc la Fédération royale marocaine de football. Il y a la gestion du retour post-Covid qui a été gérée de façon très bien maîtrisée. Et donc, on voit qu'il y a une relation entre football et santé qui est très importante. Très bien. Dans cet inventaire des événements les plus marquants de l'année 2022 dans le domaine médical, on a passé beaucoup d'événements sur le plan national. Maintenant, en arrivant à la lettre G, on va évoquer des événements internationaux et on va parler du World Index of Healthcare Innovation. C'est l'indice de l'innovation dans le domaine de la santé. Oui, dans les systèmes de santé. Et donc, on juge les meilleurs systèmes de santé sur la base de leur capacité à évoluer, à innover et à s'adapter donc au contexte. Et là, quand on parle de Covid, c'était très important que les systèmes de santé puissent s'adapter. Et là, on trouve la lettre G deux fois, puisqu'on trouve Germany dans le trio de tête. On trouve aussi la Suisse avec Genève. Et donc, ce sont des systèmes de santé qui ont une forte capacité d'adaptation à côté du système des Pays-Bas qui se classe deuxième. Dans la lettre G, je pense que dans cet indice sur l'innovation, il y a eu un événement organisé à Munich où des prix ont été attribués, notamment le prix de l'inventeur européen en 2022, un premier prix pour Mediha Derwazi, pour une start-up qui s'appelle Amel Thérapeutique. De quoi Oui, le prix de l'inventeur de l'année existe depuis longtemps dans différents domaines. D'ailleurs, Adnan Rammel, dont on a parlé tout à l'heure, a remporté le prix du public en 2017. Et là, en 2022, il y a eu des prix remis à des chercheurs dans le domaine médical. Mediha Derwazi et ses collègues qui ont travaillé ensemble ont développé à Genève, encore la lettre G, un système qui permet de développer un vaccin contre le cancer, c'est-à-dire guider le système immunitaire pour aller attaquer spécifiquement des cellules cancéreuses et donc grâce à un vaccin contre le cancer, un cancer digestif et particulièrement le cancer colorectal. Et elle a développé une start-up. Là, c'est indissociable. L'industrie, la start-up, etc., c'est un moteur pour la recherche et cela a été récompensé en juin 2020. Professeur Srelli, est-ce qu'on en a un prix pareil au Maroc ou pas encore, ou ça va venir? Prix de l'innovation? Il y a des initiatives de différentes institutions, mais on n'a pas de vraie journée de l'innovation et il y a suffisamment d'expérience de Marocains qui remportent des prix ailleurs pour se dire il y a de quoi faire au Maroc et il y a une pépinière à encourager. Il est temps, Monsieur le ministre de l'Éducation,
supérieur ou je ne sais pas, de réfléchir aux différents doyens des facultés de médecine, d'organiser un prix de l'innovation dans le domaine de la santé. Certaines universités le font. Et ils remettent des prix. Et donc, à l'échelle de notre université à Fès, on peut dire fièrement que nos étudiants remportent des prix de l'innovation avec des brevets d'invention aussi en étant étudiants. Des éléments positifs. Alors, dans cet inventaire des principaux événements médicaux de 2022, on ne peut pas les rémunérer sans parler du problème des handicapés. Alors, pour l'handicap, il y a, dans la lettre H, bien sûr, professeur Srli, il y a ce qu'on appelle le premier exosquelette. C'est quoi, robotique? C'est une équipe espagnole qui a travaillé pour venir en aide aux enfants en fauteuil roulant, pour les faire marcher, les mettre debout, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire des enfants, quelqu'un qui ne pouvait pas se mettre debout. Tout à fait. Et on utilise de la robotique. Et on voit l'image, je pense. Tout à fait. Donc c'est de la robotique, ça se porte et ce robot aide à faire des mouvements que souhaite réaliser cet enfant. Il l'accompagne et il donne un signal à ses membres pour bouger, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça donne une vie nouvelle à ces enfants handicapés. Vous dites, c'est une équipe espagnole, est-ce qu'on a des rapports avec eux, puisqu'on est voisins ou c'est en cours? Pas à ma connaissance, mais je sais que la solution a déjà été commercialisée dans plusieurs hôpitaux espagnols, mais aussi dans des pays d'Amérique latine. D'accord. J'espère que ça va venir au Maroc, parce que ça va nous rendre beaucoup de solutions. On arrive à la lettre I. Dans tout domaine de la médecine ou de la chirurgie, on ne peut pas faire quoi que ce soit, diagnostic, sans parler de la radiologie, de l'imagerie. Alors il y a deux monsieur, un Chinois et un Suisse, Marco Stampanoni et monsieur Young, qui ont fait une invention. De quoi il s'agit exactement en matière d'imagerie? Ils ont focalisé sur l'imagerie des seins, donc la mammographie. La mammographie est un geste que toute femme, à partir d'un certain âge, doit réaliser périodiquement. Quel âge? Donc vers la 45 ans à peu près. Et donc on va régulièrement faire cet examen pour dépister très tôt un éventuel cancer du sein qui concerne quand même une femme sur 10 dans sa vie. Et cela, s'il est diagnostiqué rapidement, permet d'améliorer de façon extraordinaire le pronostic de ces femmes et de les faire guérir très souvent. Et donc là, c'est une mammographie 3D avec haute résolution, avec minimisation de la douleur, parce qu'en comprimant la pression sur les seins donne de la douleur, c'est désagréable. Elle permet, grâce à la haute résolution, de dépister de façon beaucoup plus précoce que d'habitude. Même des lésions infracliniques. Même des lésions infracliniques, puisque c'est un examen systématique et cela permet de poser un diagnostic très précoce et à espérer un pronostic meilleur. On arrive dans cet inventaire à la lettre J. Et dans ce de A à Z, on a préparé ensemble. Vous m'avez parlé de jeunes inventeurs en matière d'intelligence artificielle et le diagnostic de la maladie de Parkinson. Oui. Là, les jeunes inventeurs, c'est un prix qui vient d'être introduit en 2021, donc c'est la deuxième édition, dans le prix de jeune inventeur européen. Et il est donc décerné à un chercheur âgé de moins de 30 ans. C'est obligatoire de répondre à ce critère. Et on voit la photo d'une jeune chercheuse qui a travaillé sur le diagnostic de maladie de Parkinson. Une jeune qui travaille sur la maladie de la personne âgée. Et c'est de l'intelligence artificielle très simple, et c'est là où c'est extraordinaire quand c'est simple. Elle analyse les mouvements du visage de façon spontanée sur des vidéos filmées de personnes âgées pour détecter les signes d'un mouvement qui n'est pas conforme à la normalité et qui peut orienter vers le diagnostic de maladie de Parkinson alors que la personne n'y pense pas. Et oui, il y a beaucoup de choses qui se font sur le plan international. Dans cet inventeur, malheureusement, on va revenir sur le plan national et de parler d'un problème très endémique qui est le kyste didatique. C'est malheureux d'en parler encore en 2022, mais c'est une réalité. C'est une maladie qui est transmise par le chien en mangeant du foie qui est contaminé. C'est une maladie qui n'a pas de traitement médical, uniquement la chirurgie.
n'est-ce pas? Mais il y a des avancées. C'est quoi l'avancée? Il y a des avancées. Le traitement médical, l'albendazole, n'est pas la panacée. Et donc, il faut trouver des solutions. On a l'habitude de dire qu'il ne faut pas toucher à ces kystes, sauf si on le fait chirurgicalement. Là, une équipe turque, puisqu'en Turquie, ils ont aussi ce problème, travaille sur l'utilisation de solutions donc pour éradiquer les kystes en introduisant un cathéter à l'intérieur des kystes et en détruisant le kyste de l'intérieur, quelle que soit sa position au sein du foie. Et là, c'est une avancée intéressante. Mais en parlant de kyste hydatique, je me permets de saluer une initiative récente, celle de One Health Morocco. One Health, c'est un système, une santé unique qui existe à travers le monde et ça s'est implanté au Maroc dernièrement avec une équipe multidisciplinaire qui travaille sur la santé donc humaine, la santé animale et l'environnement. Et l'interaction entre ces trois paramètres indissociables, et l'exemple du kyste hydatique est le bon exemple pour traiter de façon coordonnée cette maladie. Je pense qu'il est temps d'il y ait cette association entre la santé humaine et animale. Ça serait une des solutions pour le kyste hydatique. Dans notre inventaire, on arrive à la lettre L. Et d'emblée, la lettre L nous rappelle nos régions du Sud, cette perle qui est l'Aïoun. Pourquoi on va parler de l'Aïoun? L'Aïoun parce qu'elle évolue comme évoluent beaucoup de régions marocaines et particulièrement dans le domaine médical avec l'ouverture cette année de la faculté de médecine de pharmacie de l'Aïoun, donc qui a reçu sa première promotion d'étudiants, et le CHU, Centre hospitalier universitaire de l'Aïoun, qui sera bientôt prêt avec un budget très intéressant, 1,5 milliard de dirhams, qui ont permis de construire un centre hospitalier universitaire de 500 lits, 14 blocs opératoires, 6 pôles d'excellence. Et donc, nos provinces du Sud peuvent se positionner sur l'échiquier de la santé au Maroc et des soins prodigués très proches de la population. Très bien. Dans notre inventaire, on arrive à la lettre M. Et vous avez tenu et insisté à ce qu'on parle d'une fondation qui fait de la recherche au Maroc. Elle innove, c'est la fondation Masser. Oui, c'est une fondation qui travaille sur la recherche scientifique marocaine, M comme Maroc, et qui développe des solutions dans le domaine médical ou proche du domaine médical. Elle a été très présente pendant la Covid en développant des tests PCR, les premiers tests PCR marocains qui existent sur le marché marocain et qui ont été donc distribués grâce à Sa Majesté dans différents pays africains dans le cadre de l'aide marocaine à certains pays. Et qui continue. Elle ne travaille pas que sur la Covid, elle travaille sur toutes les nouvelles technologies et avec une start-up, ou plutôt une spin-up, c'est-à-dire une société qui sort de la recherche pour faire de la commercialisation dont le nom commence aussi par un M et qui a produit dernièrement en 2022, c'est pour ça que je la cite en 2022, un test de dépistage de la tuberculose qui constitue un fléau. Ça fait vrai problème de santé. Des années qu'on parle de 30 000 nouveaux cas par an au Maroc et ça ne change pas et ça ne peut changer que si on diagnostique plus efficacement tous les cas et qu'on les traite puisque le Maroc fait un grand effort pour traiter gratuitement toutes les personnes diagnostiquées. Et là, l'amélioration du diagnostic participera à éradiquer la maladie, on l'espère. Dans cet inventaire, amis téléspectateurs, auditeurs, professeur Srli, lorsqu'on arrive à la lettre N, on ne peut pas parler du Nobel du médecine. Alors, ce Nobel médecine qui a été attribué, je pense, à un Suédois. Oui, un Suédois qui a travaillé sur de la génétique, de la paléontogénétique. On est en train de parler de la génétique d'espèces disparues. Disparues, très bien. Et on a constaté, cette équipe a travaillé particulièrement sur des points communs entre le génome, entre le matériel génétique ou le patrimoine génétique de l'être humain vivant sur Terre actuellement et celui qui a vécu il y a des milliers d'années, avec 2% d'intersection entre les deux. Et ils ont constaté pendant la période Covid que ceux qui étaient porteurs de certains gènes qui sont censés être disparus mais qui existent chez certaines populations réagissaient différemment et faisaient des formes plus sévères de Covid. Donc c'est
à l'ordre du jour, c'est de la génétique. La génétique évolue beaucoup. Et quand on parle génétique, il y a une anecdote. Oui. Ce généticien est fils d'un prix Nobel. Il y a de la génétique là-dedans. Sa mère est chimiste estonienne. Il y a de la génétique là-dedans et c'est bon à signaler. Eh bien, j'espère qu'on soit contaminé par cette génétique. On aura un Nobel marocain, Inch'Allah. Vous êtes très jeune. Professeur Srelli, je vous connais, vous faites de l'excellent travail. Et je rappelle, et vous l'avez vu, c'est Svante Paboriak. Tout à fait. C'est le nom de ce... On arrive à la lettre O. Et vous avez tenu à ce qu'elle soit liée à l'oxygène. Et on sait que dans la période du Covid, il y a un problème d'oxygène et que là, vous allez nous parler d'une innovation qui a été faite par l'UNICEF. Oui, l'UNICEF a lancé des programmes d'aide aux enfants, puisque c'est sa vocation, et particulièrement pendant la période Covid, mais bien avant, elle avait commencé à s'intéresser aux patients, aux enfants qui ont des problèmes respiratoires nécessitant de l'oxygène dans des pays défavorisés. Il faut produire de l'oxygène très proche de ces enfants-là, le rendre disponible à moindre coût, et donc ils ont financé la recherche pour élaborer des usines miniatures de production d'oxygène. Et ces usines miniatures maintenant existent dans beaucoup de pays. Elles permettent de prendre en charge des centaines de patients à l'échelle d'un village ou d'une petite ville ou de les multiplier à l'échelle d'une grande ville. Et ça rend service, ça existe et c'est mis en place grâce au financement de la recherche par des institutions qui sont censées aider les enfants. On arrive à la lettre P. Et avec le professeur Tarek Srelli, il est ce qu'il est, notre Parlement marocain, mais parfois il peut légiférer sur deux bonnes choses, n'est-ce pas, professeur Srelli? Et je pense que quelque chose d'innovant et de révolutionnaire, c'est ce qu'on appelle la taxation des produits alimentaires riches en sucre pour lutter contre d'autres maladies. Tout à fait, ça existe dans certains pays, mais là le Maroc a beaucoup avancé et la nouvelle législation s'est passée dans la loi de finances 2023 est très en avance par rapport à certains pays qui avaient commencé bien avant nous. Et donc sur 3 ans, il y a un système de taxation qui est en train d'être installé, qui commence le 1er janvier 2023 pour d'abord déterminer la teneur en sucre de tous les produits qui sont à notre disposition, produits de l'agro-industrie, ce qui est une première étape. Cela devient obligatoire. Très bien. Et on doit avoir un Nutri-Score, c'est-à-dire un classement de A à E selon la teneur en sucre et donc si c'est nocif ou pas pour la santé. Et donc un encouragement des sociétés citoyennes qui réduisent la teneur en sucre des aliments. On peut imaginer la même solution pour le sel, puisque pour lutter contre l'hypertension artérielle, on peut réduire la teneur en sel. Et donc lutter contre l'excès de sel et l'excès de sucre, ça permettra de réduire le diabète et l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, les événements cardiovasculaires. C'est quelque chose qui se fait en amont pour concerner la santé de la population, puisque la médecine ne s'intéresse pas uniquement à la maladie, elle s'intéresse à la santé de la population. Et ça figure dans le projet de loi de finances 2023. C'est maintenant officiel et c'est sorti, ça sera appliqué à partir du 1er janvier. On arrive à la lettre Q. Donc, dans le monde entier, on évoque cette lettre. Bien sûr, c'est la Coupe du Monde, c'est le Qatar. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de rapport par rapport aux événements médicaux, professeur Srelli? Il y en a plusieurs. Mais en parlant d'innovation, il y a des prix de l'innovation introduits par le gouvernement au Qatar. Et donc, pour encourager la recherche et l'innovation en matière de santé. Et là, on peut parler d'une jeune équipe composée de Chinois, mais de Marocains aussi, un jeune Tahri donc de 25 ans, qui ont travaillé ensemble pour améliorer les compétences des étudiants, des professionnels de santé, etc., en matière d'interprétation de l'électrocardiogramme. L'activité du cœur. L'activité du cœur pour diagnostiquer aux urgences de façon correcte, ne pas passer à côté des diagnostics et sauver plus de vies.
Excellent. Et ils se sont basés sur de l'intelligence artificielle. Ils ont surveillé grâce à des caméras multiples installées dans les salles de consultation et chez différentes catégories de professionnels. Ils ont suivi le mouvement de l'œil quand on soumet un électrocardiogramme à un étudiant ou un professionnel de santé. Et ils ont vu sur quoi focalise le cardiologue, sur quoi focalise l'urgentiste, l'infirmier, etc. Et ils ont appris, grâce à cela, à l'étudiant à mieux orienter son œil, ses yeux, vers le bon endroit pour mieux diagnostiquer. C'est extraordinaire, c'est fait par des jeunes et avec des collaborations internationales à un âge aussi jeune et un prix du jeune chercheur gagné au Qatar. Donc, félicitations Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde et félicitations pour ces avancées médicales. On arrive à la lettre R. Et aujourd'hui, je ne dis pas un phénomène, il y a une pratique médicale qui commence à se développer chez nous, c'est la médecine régénérative. De quoi il s'agit, professeur Oui, la médecine régénérative consiste à ce que les cellules soient utilisées pour leur potentiel de développer des cellules plus spécialisées. Et donc, on avait des difficultés à remplacer beaucoup de cellules en cas de maladie. Et là, on prend des cellules à potentiel de développement de la même personne en les orientant pour se différencier, pour produire un certain type de cellules qui vont servir de traitement. Très bien. Et là, ce qui est à saluer, c'est qu'au Maroc, il y a maintenant des centres de médecine régénérative et dans le système public, à Marrakech, au CHU de Marrakech, il y a un très beau centre qui a été inauguré et qui apporte des soins maintenant à la population. Ce qui est très important, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que la décision a été prise pour que l'ensemble des centres hospitaliers universitaires du Maroc installent progressivement des centres de médecine régénérative dans ces hôpitaux-là qui peuvent servir dans différentes spécialités. Est-ce qu'il est possible de donner un exemple de traitement d'une pathologie? Est-ce que c'est les brûlures, une maladie? Par exemple, dans certaines maladies neurologiques et parfois dans des situations qu'on insoupçonnées, dans la dysfonction érectile quand il y a une impuissance sexuelle par exemple, oui. Dans certaines maladies hématologiques, des cancers du sang, ça peut être utilisé. Donc parfois c'est pour sauver le pronostic vital et parfois c'est pour améliorer la qualité de vie des personnes. Donc je rappelle aux amis téléspectateurs auditeurs que nous sommes en train de passer en revue les principaux événements médicaux qui ont marqué l'année 2022. Et on a pris comme méthode de percer en fonction des lettres de l'alphabet. Nous arrivons à la lettre S. Et aujourd'hui, c'est d'actualité. Lorsqu'on dit S, c'est notre système de santé qui est en pleine révolution. Oui, révolution, refonte. Vous voyez qu'on n'utilise pas le terme amélioration ou… c'est un véritable chamboulement. C'est une refonte, c'est un chamboulement. Il était nécessaire. Les classements du Maroc ne sont pas très bons, ne sont pas très reluisants en matière de santé. Et là, c'est en train de changer parce qu'il y a des textes de loi qui viennent de passer qui prévoient une meilleure gouvernance, une territorialisation, de nouvelles agences pour mieux gérer, une haute autorité de régulation intégrée de la santé, une meilleure prise en compte des besoins en ressources humaines et en équipement, mais aussi une informatisation et un dossier médical informatisé commun que tout citoyen va avoir. Donc beaucoup de choses prometteuses et en tant que professionnel de santé et citoyen marocain, je souhaite de tout cœur que ça marche parce qu'il y va de la santé et du bien-être de tous les Marocains. C'est vrai, il le dit professeur Srelé, et nous-mêmes en tant que médecins, de tout cœur, on voudrait que ça réussisse. C'est un challenge très important. Il y a des risques énormes, donc on n'a pas le droit à l'échec. Il faut que tout le monde s'y mette, politiciens, citoyens. On arrive à la lettre T. Et la lettre T, automatiquement, je pense que n'importe qui, lorsqu'il écoutera la lettre T, la seule chose qui vient à l'esprit, c'est la télémédecine. Oui, et la télémédecine existe partout dans le monde. Avec la Covid, quand les patients ne pouvaient plus aller à l'hôpital dans beaucoup de maladies chroniques, il y a eu cette télémédecine qui est venue en aide à beaucoup de patients et ça a permis de gagner des années
en termes d'évolution. Tous ceux qui avaient une réticence se sont trouvés confrontés à la télémédecine, l'ont utilisée et maintenant on sait que ça fait partie intégrante de la santé d'aujourd'hui et de demain. Maintenant, il faut que ça évolue en termes d'organisation législative, etc. Et un indicateur, il y a eu un texte de loi de gestion de la télémédecine avant Covid en 2018. D'accord. Et un nouveau texte de loi en 2021. Très peu de textes de loi évoluent en très peu de temps, en aussi peu de temps. Il reste maintenant à l'utiliser en l'intégrant dans le système de santé. On sait qu'au Maroc, malheureusement, ce n'est pas encore tarifé, par exemple, ce n'est pas encore officiel. Des organismes de prévoyance sociale ne la prévoient pas et il faut qu'on continue à évoluer puisqu'on est sur la bonne voie. Professeur Taher Frli, en tant que chef de service de néphrologie au CHU de Casablanca, de Fès, et vice-doyen de la faculté, est-ce que vous l'avez utilisé dans votre pratique quotidienne dans la région de Fès? Oui, on l'a utilisé. J'ai cité tout à l'heure l'exemple des patients qui font de la dialyse péritonéale. On a remis à 36 patients des appareils qui permettent de suivre leur dialyse à distance. On a aussi maintenant, chez nos patients diabétiques, sachant que le diabète est la première cause d'insuffisance rénale, remis des appareils de contrôle glycémique et de contrôle de la pression artérielle à distance avec le signal qui est émis sur l'ordinateur du professionnel de santé. Mais il n'y a pas que nous, il y a énormément de très belles expériences. Je citerai les ophtalmos qui travaillent donc à distance pour voir le fond d'œil des patients diabétiques sans avoir à se déplacer, en formant un technicien en très peu de temps. Ça ne nécessite pas de prérequis particuliers et on transmet les données à l'ophtalmo dans n'importe quelle ville pour donner des diagnostics. Il y a aussi les accidents vasculaires cérébraux qui sont diagnostiqués à distance pour décider si c'est une urgence, parce que quand c'est une urgence, il faut dans les 6 heures intervenir pour anticoaguler le sang et là ça permet de changer de pronostic. Faisant le diagnostic à distance, on sait que ce patient doit se déplacer ou pas pour bénéficier du traitement. Merci, professeur Taher Frli, pour toutes ces informations dont j'ignorais l'existence ou partiellement. Alors, dans cet inventaire des principaux événements de l'année 2022 dans le domaine médical, nous nous approchons de la lettre Z, mais avant, il y a la lettre U, et on va parler de l'aspect universitaire de la médecine au Maroc. Oui, on ne peut pas imaginer un système de santé en pleine refonte sans les ressources humaines nécessaires, des ressources suffisantes en nombre, mais aussi bien formées. Et pour cela, il y a un effort important qui est fait. Vous allez voir des photos du nouveau centre hospitalier Ibn Sina de Rabat, qui est historiquement le premier centre au Maroc qui a fait de la médecine universitaire et qui va avoir un joyau, un bâtiment de 35 étages pour faire de la médecine moderne. Mais un peu partout au Maroc, il y a des hôpitaux universitaires qui sont en train de voir le jour pour avoir des CHU dans toutes les régions. Et il y a des facultés de médecine avec un contrat-programme qui a été signé pour donner les moyens aux facultés de médecine pour avoir une formation de plus de médecins de bonne qualité de formation. On va avoir des facultés de médecine dans des villes comme Rachidia, Guelmim, Beni Mellel, et on va se retrouver avec des facultés de médecine dans quasiment toutes les régions du Maroc, ce qui est très important, sachant que pendant des décennies, le Maroc a vu la formation focalisée, concentrée dans 2 villes, Rabat d'abord, puis Casablanca, et là on avance. Professeur Frli, vous qui êtes vice-doyen de la faculté de médecine de Fès, c'est bien d'avoir ces facultés, mais est-ce qu'il y a suffisamment de ressources humaines pour former les médecins, pour former les infirmiers? C'est une très bonne question. Il faut les avoir, il faut qu'on bouge, parce que c'est un cercle vicieux, c'est l'œuf et la poule, et donc si on n'en forme pas plus, on n'aura pas plus de compétences, et si on attend d'avoir des compétences pour en former plus, on n'y arrivera jamais. Et donc là, la décision politique a été prise pour aller de l'avant et pour faire du maximum pour que ça change de façon radicale. En préparant l'émission, vous m'avez dit que pour 2023, il y avait énormément de postes budgétaires pour accompagner cette refonte. Tout à fait. On passe à une approche
par indicateur. Et donc, on sait que pour former des médecins, il faut un enseignant pour 14 étudiants, par exemple. On sait combien d'argent il faut par étudiant pour le former correctement, faire des travaux pratiques, faire des stages et avoir les ressources pour travailler. Et donc là, cette approche dans le contrat programme qui vient d'être signé cette semaine vient répondre, mais de façon ciblée et répondant à des critères de qualité. Alors, dans cet inventaire des inventions et des principaux événements médicaux de l'année 2022, on arrive à la lettre V, virtuel et simulation médicale, que je considère, moi, une vraie révolution. Moi qui suis un ancien, et vous vous en rappelez, lorsqu'on a appris malheureusement une injection intramusculaire, on l'a appris sur un malade. Oui. Une injection intraveineuse, on ne pouvait pas faire autrement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le slogan, et c'est la réalité qui doit exister pour respecter l'éthique et la personne humaine, c'est jamais la première fois sur un patient. Parce que ce n'est pas un objet d'apprentissage, il vient dans un hôpital universitaire pour bénéficier de soins et d'expertise médicale, et c'est un lieu de formation aussi. Et donc les centres de simulation adossés à toutes les structures de formation, toutes les structures de formation, j'ai bien dit toutes, vont permettre d'éviter cet écueil et d'avoir une formation d'abord sur des mannequins. On parle de mannequins procéduraux pour apprendre à faire des gestes, mais aussi de mannequins haute performance qui permettent de simuler différentes situations. Nous avons maintenant dans les facultés de médecine publiques et privées marocaines des mannequins dans des structures qui permettent de reconnaître des médicaments, qui font un arrêt cardiaque, qu'on sauve et dans lesquels on simule toutes les situations qu'on va faire. Suivi une opération chirurgicale, s'il y avait une hémorragie ou un truc, comment réagir? Tout à fait. Et on va même avoir très bientôt, nous à Fès, en février-mars, il y aura l'ouverture d'un premier hôpital virtuel sur plus de 2000 mètres carrés, des blocs opératoires, une salle d'accouchement, une salle d'urgence, une ambulance qui rentre, etc. Simulé, tout simulé, que ce soit avec des mannequins ou avec des patients simulés, un jeu de rôle, et tout cela pour justement améliorer la formation. Très bien, donc nous arrivons à la lettre W et on parle de web médical. Quelle est la différence avec la télémédecine? La télémédecine, c'est la distance. On parle de télé, le préfixe parle de distance entre deux intervenants. Très bien. Et souvent, dans le texte de loi marocain, les deux intervenants des deux côtés sont des professionnels de santé, pas forcément des médecins, mais des professionnels de santé. L'un des deux professionnels est accompagné d'un patient. Très bien. Ici, on parle de web, c'est-à-dire l'Internet. Et donc, ça a été utilisé parfois pour faire de la télémédecine, mais aussi pour faire d'autres choses. Il y a de l'intelligence artificielle, il y a des outils qui ont été développés. Et pendant la Covid, il y a eu Tabib 24 ou d'autres plateformes. J'ai cité celle qui ne fait pas de publicité parce qu'elle est produit du système public, pour répondre à des questionnements de la population, identifier des situations d'urgence, etc. Et donc, l'Internet, qui a bien pénétré dans les foyers de tous les Marocains, doit être utilisé à des fins citoyennes, et il n'y a pas plus citoyen que de répondre à un objectif de santé. Et je me permets que ce rôle a été également joué par la rubrique Santé et Bien-être de l'ODIJ. Tout à fait. Et vous avez suivi vous-même ça. Alors on arrive à la lettre X. C'est la xénotransplantation. C'est quoi ça? Oui, c'est xéno et transplantation. Xéno, c'est l'étranger, et transplantation. Donc la transplantation, c'est quelque chose qui sauve des vies. On en a besoin. Le Maroc est très en retard. Vous avez vu que j'étais très optimiste dans beaucoup de choses. En termes de transplantation, je reste optimiste, mais il y a malheureusement un constat d'insuffisance. Très peu de transplantations d'organes se font au Maroc. Vous avez parlé tout à l'heure de 35 000 ou 36 000 dialysés. Seules 50 greffes ou transplantations rénales se font au Maroc. Très très peu de transplantations cardiaques qui sauvent des vies, etc. Et donc ça doit se développer. Il y a une pénurie d'organes, très peu de donneurs, et on doit évoluer. Et à l'échelle internationale, aux États-Unis, l'année 2022 a été marquée par une première, une xénotransplantation, c'est-à-dire une transplantation à partir d'une autre espèce, une espèce animale, le porc en l'occurrence, et un cœur de porc qui a été greffé chez un être humain. Et cet être humain a survécu pendant 2 mois.
C'est qu'il y ait une avancée scientifique extraordinaire. On passe, les premières transplantations d'organes se sont faites dans les années 50 du siècle dernier. Et cela a été une révolution, ça a sauvé des millions de personnes à travers le monde. Là, c'est une avancée scientifique qui laisse beaucoup d'espoir parce que ça pourrait, à terme, nous permettre de répondre à la question de pénurie d'organes, ce qui serait extraordinaire. Absolument. Et moi, je vais revenir sur une question dont a parlé le professeur Srelli, c'est ce retard du Maroc en termes de transplantation. Je rappelle que le Maroc, il y a plus d'une trentaine d'années, a été un des premiers pays arabes à faire de la transplantation rénale. Aujourd'hui, il est le dernier, derrière le Koweït, derrière l'Arabie Saoudite, derrière la Tunisie, derrière l'Algérie. C'est malheureux. Je ne sais pas pourquoi il y a ce retard. J'espère qu'on arrivera à le surpasser. Alors, dans cet inventaire des principaux événements médicaux qui ont marqué l'année 2022, on en arrive à la lettre Y. Et ça, c'est une proposition que c'est vous qui avez faite. Yes, we can. C'est-à-dire? Oui, on peut y arriver. Et ce qu'on peut faire, c'est aussi former nos médecins autrement. Et là, en 2021-2022, il y a eu 3 facultés privées et publiques qui ont ouvert des filières de médecine en anglais. Depuis la première année? Depuis la première année. Et les étudiants qui réussissent le concours d'accès aux études médicales ont maintenant la possibilité à Ben Guerir, à Casablanca et à Fès de faire de la médecine en anglais. Et donc, ça ouvre des perspectives de collaboration, de développement de la recherche, etc. C'est la langue de la recherche et le Maroc, bien sûr, est fier de sa diversité et ne peut pas faire l'impasse sur l'apprentissage de la science dans la langue actuelle des sciences. Absolument. Professeur Srelli, vous qui êtes vice-doyen, lorsqu'il y a un article publié en anglais sur un travail de recherche, il fait combien de temps pour être traduit en français? Il est rarement traduit en français parce que les scientifiques ont appris qu'il ne faut plus attendre qu'il soit traduit parce que c'est de la perte de temps. Absolument. Et on lit les articles en anglais. Nos étudiants le font et on est surpris par l'engouement des étudiants pour cette filière en anglais et le niveau de maîtrise des étudiants de la langue anglaise qui dépasse souvent le nôtre, mais cela nous pousse à plus travailler pour être à la hauteur des espérances de ces étudiants. Ça ouvre aussi des perspectives, j'ai parlé de collaboration, il y a beaucoup de compétences marocaines, médicales, partout à travers le monde. Et ces compétences ont été d'une aide très précieuse pour monter ces formations en anglais, bénévolement, très contents d'aider leur pays et c'est l'occasion de les saluer. Très bien. Alors, amis téléspectateurs et auditeurs, j'espère que vous n'êtes plus avec nous dans cet inventaire sur les principaux événements qui ont marqué la médecine marocaine et internationale. Et pour terminer, on va arriver à la lettre Z et ça va me permettre de rendre hommage à mon invité, professeur Tarek Srelli. La Z, on parle de 0 liste d'attente de dialyse. Aujourd'hui, au Maroc, je pense que la seule ville au Maroc où il n'y a pas de liste de dialyse, c'est Fès. C'est un travail, je dirais, c'est un travail de longue haleine, un travail d'équipe. C'est à quoi on veut arriver à toutes les villes du Maroc. Mais c'est un objectif qu'on veut atteindre, n'est-ce pas? C'est un objectif de chacun d'entre nous qui travaillons dans le Mais est-ce qu'ils l'ont fait aujourd'hui? À Fès, c'est réel. C'est très récemment réel, mais grâce à l'effort de beaucoup d'intervenants, le ministère de la Santé en premier, les partenaires dans le privé, puisqu'il y a un partenariat public-privé dans la dialyse, la Fondation Mohamed V pour la solidarité qui a ouvert des centres un peu partout au Maroc. Et ce qu'on a souhaité à Fès, qui a été réalisé grâce à la conjonction des efforts de tous ces intervenants que je viens de citer, a été fait dans différentes régions du Maroc. Quand j'ai proposé de mettre 0 liste d'attente, je ne pensais pas à Fès, je pensais à tout le Maroc parce que le ministère de la Santé a lancé en août-septembre de cette année 2022 un programme 0 liste d'attente avec un suivi très proche pour comprendre pourquoi il y a encore des patients qui attendent pour faire de la dialyse et la liste d'attente est en train d'être éradiquée partout au Maroc. Ça me permet d'être très optimiste, mais ça me permet de lancer un message
Une fois que tous les Marocains nécessitant la dialyse auront dignement trouvé leur place en dialyse sans avoir besoin de liste d'attente, il faut qu'on passe à la transplantation pour qu'ils aient un espoir de sortir de la dialyse vers un univers meilleur. Absolument. Je constate que vous êtes et je le sais, vous êtes un très très bon médecin, mais en même temps, vous êtes un très bon diplomate, parce que ce qui se passe à Fès, c'est vrai, c'est une réalisation de plusieurs personnes. C'est réel à Fès, mais il n'est pas encore réel dans plusieurs régions du Maroc, et nous espérons que pour l'année 2023, il y aura une éradication de la liste d'attente de dialyse. Donc, au nom de tous les téléspectateurs, les auditeurs de l'ODJ, au nom de notre ami le réalisateur, c'est Aït Belhassan. Merci professeur Sqelli d'avoir répondu. C'était une émission spéciale Invention et Innovation 2022. Je vous donne rendez-vous en janvier 2023.